Comment réagir dès les premiers signes d'une attaque, et je me tourne vers vous pour cela, Olivier. Comment est-ce qu'on utilise notamment les données qui sont remontées par une plateforme comme la vôtre? Alors, pour réagir face à une menace ou face à une cyberattaque, le premier point déjà, c'est de ne pas rester seul. Donc, on a vu tout à l'heure avec Madame Vendange d'Incognita de bien gérer l'humain et puis également gérer la technique. Pour gérer la technique, pour ça, on peut évidemment impliquer différentes solutions techniques, différents experts techniques qui ont souvent des cellules 24/7 qui permettent de répondre à une menace de façon précise. Par exemple, prendre en charge ou dérouter une partie du trafic pour réaliser des opérations de nettoyage anti-DDoS ou des protections d'applications web ou d'applications diverses et variées sur Internet. On peut mettre en place ces différents types de réponses face à des menaces. La manière dont on exploite les métriques qui remontent, ça va être très souvent à la fois utiliser les CVE, donc les vulnérabilités qui sont publiées par les éditeurs, mais c'est aussi faire tourner des modèles de machine learning pour essayer de détecter des signaux faibles, comprendre si on a affaire en ce moment à des zero day qui sont en train d'apparaître sur le marché, et pour ça on peut se faire aider, pareil, de solutions techniques qui reconnaissent des motifs, des patterns d'attaque enfouis dans la vraie réalité du trafic qui nous arrive dessus. Comment est-ce qu'on anticipe, même question, ces attaques sournoises qui se trouvent, vous en avez parlé à l'instant, Thibaut, le ransomware est bien connu, mais pour les autres, ils arrivent à un peu mieux se cacher, notamment celles qui se trouvent vraiment en périphérie de réseau et qui sont susceptibles d'incapaciter votre système d'information. Alors, comment anticiper? Il y a plusieurs points. D'une part, revenir peut-être sur cette partie détection des signaux faibles avec du machine learning, de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi bien dimensionner son réseau, tout simplement parce que les attaques sont de plus en plus volumétriques. On voit maintenant des attaques relativement couramment à 2 terabits par seconde, à plus de 200 millions de requêtes par seconde. C'est ce qu'on a observé à l'été 2023 dernier. Donc bien dimensionner son réseau. Et éventuellement, si on n'a pas la possibilité de dimensionner son réseau, faire appel à des solutions techniques qui permettent justement d'aller justement gérer ce trafic réseau dans une solution SaaS ou dans le cloud. Ça, c'est un des premiers aspects. Un autre aspect, ça va être d'avoir une protection permanente. Plutôt que de réagir lors d'une attaque et mettre en œuvre les contre-mesures au moment de l'attaque, il est beaucoup plus utile d'avoir des contre-mesures qui agissent en permanence. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir agir en quelques secondes pour aller dévier une attaque de type DDoS, alors que si on met en place une contre-mesure après coup, ça va nécessiter probablement 5 à 10 minutes de temps de traitement, et l'attaque est probablement déjà passée. Aujourd'hui, chez Cloudflare, on observe que 85% des attaques DDoS ont une durée inférieure à la dizaine de minutes. Bon, puis après, il y a évidemment d'autres recommandations. Maintenez vos solutions à jour. Adrien de Checkpoint en parlait tout à l'heure. Par exemple, la menace la plus importante en termes de croissance qu'on a vue au premier trimestre 2024 chez Cloudflare, c'est lié à un serveur d'automatisation qui s'appelle Jenkins, une CVE qui a été publiée en 2020, qui se trouve être utilisée massivement à l'horizon maintenant 2024 pour lancer des attaques DDoS. Je m'arrête un peu là, il y a bien d'autres choses. Pensez à vos DNS aussi. Beaucoup de choses à voir. J'aimerais qu'on dise un mot sur le Zero Trust avec vous, Olivier. On a énormément parlé ces dernières années, vraiment beaucoup. Un tout petit peu moins ces derniers mois, j'ai le sentiment, un tout petit peu moins. Pourquoi est-ce que c'est une approche qui reste encore et aujourd'hui toujours valide et toujours intéressante pour les organisations? Alors ça reste une approche d'autant plus valide qu'on a toujours une adoption plus importante des solutions SaaS, des solutions cloud, on en a parlé toute cette matinée. Et puis, les utilisateurs sont de toute façon restés à la fois en télétravail, sont toujours en déplacement. On a également les partenaires à reconnecter sur les solutions de l'entreprise. Donc, de toute façon, cette approche Zero Trust part d'un constat qui est que tout utilisateur peut être compromis. Et donc, on va essayer de rechercher tous les signaux qui permettent de réduire le facteur de risque associé à un utilisateur, associé à son device, en utilisant des signaux parfois assez simples, comme par exemple, est-ce que l'OS est à jour? On en parlait avec NinjaOne tout à l'heure. Et puis des choses un petit peu plus compliquées, par exemple, évaluer un voyageur impossible, par exemple, quelqu'un qui était il y a 1 heure au Japon et qui se retrouve soudainement en France. Bon, ça doit lever quelques alertes. Puis il y a des choses un petit peu plus compliquées qu'on peut mettre en œuvre aussi. C'est par exemple
est-ce que cet utilisateur a l'habitude de souvent cliquer sur les mails, sur les liens, qui sont compris dans les mails. Et du coup, ça peut lever une détection supplémentaire si tout d'un coup, cette personne qui n'avait pas l'habitude de cliquer sur des liens de mail, tout d'un coup clique sur le lien, malheureusement, d'un mail de phishing. Donc, on peut combiner tous ces signaux pour améliorer le score de risque ou le risque associé à un utilisateur ou à un device utilisé par un utilisateur. J'aimerais qu'on termine cette table ronde sur un sujet que Thibaut a abordé, qui est celui de l'IA. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec vous, Alain. Olivier, est-ce qu'il y a des raisons, au-delà de ce que vient d'évoquer Thibaut, des raisons supplémentaires aujourd'hui quand même de s'inquiéter vis-à-vis de l'IA? Parce que les analystes nous disent et les recherches nous disent qu'il y a quand même des risques qui commencent à être tangibles. Quels sont ceux que vous commencez à observer? Ouais, alors je veux surtout pas être alarmiste ou défaitiste, ni trop enthousiaste. Il y a à la fois des côtés bénéfiques de l'IA, donc par exemple de la reconnaissance d'images, qui peuvent être très utiles par exemple pour filtrer les images lorsqu'un site, une application web doit justement recevoir des images utilisateurs. Ça permet de filtrer tout le contenu qui n'a rien à voir avec le site en question. Ça a des effets bénéfiques, Adrien en parlait tout à l'heure, par exemple, un système de chat, je crois, pour amener des solutions directement dans les outils Checkpoint. Mais on voit aussi que ça permet de générer des mails de phishing, des sites factices, des fake news, qui sont de plus en plus véridiques. Donc là, l'idée, c'est évidemment d'avoir des contre-mesures qui soient entraînées non pas juste peut-être sur la partie mail, si on parle de mail de phishing, mais essayer d'avoir une vision plus large que juste l'entraînement face à des mails de phishing. Donc par exemple, comprendre quelles sont les menaces actuelles sur Internet et lier ça justement au contexte des mails de phishing. Une toute dernière question pour conclure cette table ronde et par là d'ailleurs l'émission. Certains LLM aujourd'hui peuvent s'avérer malicieux. On sait qu'on a des grands acteurs français qui proposent un certain nombre de solutions, mais on peut utiliser beaucoup de LLM. Si on n'analyse pas le risque avec eux, pour reparler de ce que vous disiez à l'instant, on peut se retrouver en danger, et le SI de l'organisation en danger. Comment est-ce qu'on se protège de cette nouvelle menace quelque part? Je vais peut-être distinguer les LLM publics, style Mistral AI ou Claude Anthropique ou ChatGPT dont on parlait à l'instant, et puis les LLM internes. Pour les LLM publics, déjà, ça peut être pas mal d'avoir une politique d'entreprise qui encadre clairement ce qu'on est censé faire, ce qu'on a le droit de faire, et puis après essayer d'avoir des mesures de protection réellement actives. Par exemple, inciter les utilisateurs et puis vérifier que les utilisateurs des LLM publics font bien une stratégie de opt-out, c'est-à-dire que les données utilisées pour les prompts ne soient pas utilisées pour réentraîner le modèle. Éventuellement, on peut aller jusqu'à bloquer complètement l'accès à ces sites. Ça peut marcher un certain temps, mais la plupart du temps, les gens vont essayer de contourner ces barrières en passant par leur téléphone ou par un autre système. Donc là, l'idée, ce serait plus soit d'accompagner les utilisateurs de l'entreprise à créer un LLM interne avec des données évidemment anonymisées, bien encadrées, etc. Et puis également aller regarder ce qui se passe lorsque les LLM publics sont utilisés. Donc par exemple, aller voir s'il y a des données sensibles qui sont envoyées dans les prompts ou vice-versa. Est-ce que les LLM publics sont en train d'halluciner, comme le veut le terme? Est-ce qu'ils sont en train de renvoyer des données qui sont confidentielles? On a vu un exemple récent, alors là c'est plus pour influencer ou infecter les données d'entraînement avec un moteur de recherche assez récemment qui conseillait de mettre de la colle pour cuire une pizza de manière à ce qu'elle soit sticky en anglais, collante, enfin qu'elle soit toute dégoulinante. Et en fait c'était une infection des données d'entraînement qui était complètement malencontreuse, qui visiblement héritait d'une vieille recommandation ou d'un vieux thread un peu comique sur Reddit. Bref. Prudence donc sur les LLM. Ouais, on a vu la même. Non public. Merci messieurs, merci pour la question d'échange. Merci beaucoup. Merci Alain d'avoir été avec nous ce matin. Matinée. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie bien sûr l'équipe technique, tous nos intervenants. Je vous donne rendez-vous le 19 juin prochain pour notre prochaine matinale où nous parlerons cette fois-ci d'excellence opérationnelle grâce à l'IT. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.